Bonjour à tous. Merci aussi aux organisateurs de m'avoir convié à cette séance et particulièrement à Joël Baumerder qui a beaucoup insisté pour que j'y participe, connaissant mon intérêt pour les phénomènes à la fois cognitifs et cérébraux impliqués dans l'apprentissage de la lecture. Et ce que je vais essayer aujourd'hui de vous illustrer, c'est comment apprendre à lire ou à lire et à écrire de manière plus générale change véritablement notre perception du monde, c'est-à-dire notre manière de l'entendre et de le voir, nous menant en fait à posséder ce que j'appelle un cerveau lettré. Alors je repars de quelques principes qui ont d'ailleurs déjà été rappelés ce matin rapidement. D'abord que l'écrit, que j'utilise ce mot en sens large, comme recouvrant la lecture et l'écriture, est un outil culturel, c'est-à-dire qu'il permet un stockage extérieur d'informations via l'écriture, donc la transmission de ces informations, et favorise ainsi pour nous, lecteurs, l'acquisition de nouvelles connaissances. Mais c'est un outil extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité, puisque les premiers supports écrits, en tout cas des traces, remontent à environ 5400 ans seulement. Et que, contrairement à ce qui est le cas de la parole, l'acquisition de cet outil, la maîtrise de cet outil culturel nécessite un apprentissage explicite et délibéré et relativement long. Enfin, ce dernier point implique que l'acquisition de cet outil culturel n'est pas universelle. Je rappelle qu'il y a, aux dernières statistiques, environ 16% d'illettrés de plus de 15 ans dans le monde. Ainsi, vu le caractère très récent de l'histoire de l'écrit dans l'histoire de l'humanité, il paraît hautement improbable que nous naissions avec un dispositif cérébral spécifique pour acquérir cet outil. Ce qui implique que le cerveau doit s'adapter au cours même de l'acquisition pour traiter ce nouvel outil culturel de manière efficace. Et en fait, cette idée est une idée déjà ancienne, tout à fait similaire au niveau de l'acquisition, au niveau du développement, à une idée que les biologistes ont fortement développée, qui est, comme le disait François Jacob, que la nature fait du bricolage avec ce qu'elle a pour s'adapter aux nouvelles conditions de l'environnement. L'idée étant que l'organisme va profiter, disons, de parties ou de propriétés de systèmes préexistants pour développer un nouveau système fonctionnel utile. Par exemple, les plumes des oiseaux n'ont pas été créées de toutes pièces pour favoriser le vol ou même pour le vol tout court. C'était un moyen de régulation thermique qui, peu à peu, au cours de l'évolution des espèces, s'est adapté pour favoriser le vol. Et un tel processus d'adaptation pourrait inclure l'adaptation à l'environnement culturel au cours du développement même de l'individu. C'est ce qui a été appelé dans le cas de l'apprentissage de la lecture notamment l'hypothèse du recyclage neuronal par Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique français célèbre, qui dit donc que chaque invention culturelle, comme par exemple l'écrit, doit trouver sa niche écologique dans notre cerveau, c'est-à-dire un circuit cérébral dont le rôle initial est assez proche et de la nouvelle fonction et dont la flexibilité est suffisante pour pouvoir être reconvertie à cette nouvelle fonction. Alors, quelles sont les implications de ce point de vue? C'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui en pratique. Mais à un niveau théorique, déjà, on s'attend en fait que les nouveaux systèmes qu'on doit développer, comme par exemple la lecture, soient traités dans des aires du cerveau à proximité ou en connexion au moins avec les systèmes préexistants concernés. Et donc, à ce que les nouvelles fonctions bénéficient de systèmes cognitifs spécifiques reposant sur des aires cérébrales spécifiques. En d'autres termes, la représentation cérébrale, même d'une invention culturelle, devrait être stable tant au travers des individus dans une culture donnée
qu'au travers de diverses cultures. Et de fait, on sait déjà depuis le début des années 2000, et ça c'est le travail justement de toute l'équipe de Stanislas Dehaene avec son collègue Laurent Cohen, que la lecture bénéficie d'une aire spéciale dans notre cerveau, qui est illustrée ici par les flèches. Donc il s'agit en fait d'une région qui a été appelée la région de la forme visuelle des mots. Personne ne l'appelle comme ça en français. On utilise soit l'acronyme pour l'appellation anglaise Visual Word Frame Area. Donc vous allez voir dans plusieurs images cet acronyme VWFA, soit une manière plus, disons, décontractée de l'appeler, qui serait la boîte aux lettres du cerveau, et qu'on peut situer donc dans l'hémisphère gauche à peu près à cette hauteur-ci. Il s'agit donc d'un emplacement stable dans notre cerveau, sans grande différence d'une personne à l'autre, puisque tous les bons lecteurs activent cette région, donc occipito-temporale gauche. Ici, vous voyez les images d'activation du cerveau correspondant à 7 personnes différentes. Et donc, vous voyez que plus ce cerveau est activé, disons, plus les couleurs sont fortes. Même si on ne les voit pas très bien, on les devine. Ceci est vrai aussi au travers de la diversité des systèmes d'écriture. Vous savez, nous avons un alphabet, mais dans d'autres systèmes, comme Jean-Luc Velay l'a illustré, par exemple en chinois, il ne s'agit pas du tout de lettres comme chez nous, mais bien de mots entiers, ou en tout cas de morphèmes, donc d'idées, si vous voulez, entiers, et avec des caractéristiques visuelles tout à fait différentes. Néanmoins, il a été montré que quel que soit le système utilisé, que ce soit notre système alphabétique ou les caractères chinois ou d'autres caractères spécifiques du japonais, cette aire cérébrale s'active à chaque fois, bien qu'il puisse y avoir des petites différences entre les langues, y compris entre différentes langues qui s'écrivent de manière alphabétique, notamment en fonction de ce qu'on appelle la transparence ou au contraire l'opacité orthographique. Par exemple, en anglais, vous savez bien qu'il est quasi impossible de deviner la prononciation d'un mot écrit si on ne la connaît pas déjà, tellement il y a de prononciations possibles. Et donc, dans ce cas-là, en fait, cette aire particulière du cerveau est mise beaucoup plus à contribution que dans une langue comme l'italien, par exemple, où là, il est beaucoup plus facile de faire un lien direct, disons, entre les lettres et les sons. Et comme l'a très bien expliqué mon collègue Jean-Luc Velay, nous avons évidemment affaire à un réseau dans lequel il y a une partie liée à la vision, celle dont je parle maintenant, mais aussi une partie liée à la phonologie, c'est-à-dire au son du langage, et donc celle-là, bien entendu, peut être utilisée aussi. Quoi qu'il en soit, si on se réfère à ce réseau particulier donc, de la boîte aux lettres du cerveau, ce qu'on sait, c'est qu'il se développe progressivement en relation avec l'acquisition progressive de l'expertise en lecture, avec une focalisation sur cette zone-là, disons, des activations qu'on observe en situation de lecture entre 6 et 10 ans, donc en fonction de l'âge, comme on peut le voir ici, mais aussi ces scores, donc ce niveau d'activation de cette région étant corrélé avec les scores de lecture. Et ce qui est intéressant, c'est que ceci est vrai aussi quand on apprend à lire un nouveau système d'écriture à l'âge adulte. Plusieurs expériences actuellement rapportent des résultats similaires. Ici, j'en ai illustré une dans laquelle des adultes japonais, mais qui lisent, qui sont lecteurs dans leur système, ont appris dans une situation de laboratoire
à lire un alphabet, cette fois-ci. Donc eux sont des lecteurs non alphabétiques, les Japonais, puisqu'il s'agit soit de syllabes, soit de mots, disons, qu'ils décodent, mais pas, ce ne sont pas des alphabets. Ils ont appris le coréen, donc les caractères qu'on voit ici à droite. Je n'arrive pas à pointer. Oui. Ces caractères-là sont alphabétiques. On leur présente ça pendant un certain nombre d'heures pour qu'ils apprennent à les lire. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation d'activation de cette boîte aux lettres du cerveau dont je parlais, qui est ici illustrée en vert, avec l'apprentissage donc de la lecture, en tout cas ici de la reconnaissance de ces caractères, et cette augmentation d'activation corrèle avec leur amélioration en lecture. Donc ici, il s'agit d'une expérience avec des gens qui lisaient déjà et qui apprennent un nouveau système d'écriture. Ce à quoi moi je m'intéresse, c'est plutôt des gens qui apprennent à lire, eux, pour la première fois, à l'âge adulte, qui sont restés illettrés avant. Et en fait, c'est aussi le cas que donc cette boîte aux lettres du cerveau va s'activer quand on apprend à lire pour la première fois à l'âge adulte. Alors comment avons-nous montré ça? Nous avons montré ça en faisant une comparaison d'adultes qui sont restés illettrés, mais pour des raisons strictement socio-économiques, à des adultes lettrés qui ont été à l'école pendant l'enfance, mais aussi, et de manière critique, à des adultes que nous appelons ex-illettrés, parce que tout comme les illettrés, ils n'ont jamais fréquenté l'école durant leur enfance, mais ils ont appris à lire tardivement, à l'âge adulte, dans des classes spéciales d'alphabétisation. L'avantage de cette comparaison, c'est évidemment que, outre le fait que nous contrôlons des facteurs socio-culturels, disons, puisque ces personnes viennent du même milieu que les illettrés, la comparaison permet de garder constant le facteur de maturation cérébrale, ce qui n'est pas le cas quand on observe des enfants qui apprennent à lire, puisque fatalement, dans ce cas-là, l'âge est corrélé. Et autre avantage, ce genre de comparaison nous permet de vérifier si la plasticité cérébrale est suffisante pour permettre l'acquisition de l'écrit à l'âge adulte. Ce que nous avons fait, c'est un grand projet collaboratif donc, qui avait été dirigé par Stanislas Dehaene et dans lequel nos équipes donc, à Bruxelles, des équipes du Portugal et aussi des équipes, une équipe brésilienne était impliquée pour comparer ces trois types de sujets. Bien entendu, nous avons pris des mesures comportementales de leur niveau de lecture. Nous avions 6 groupes différents parce que nous avions aussi contrôlé pour des aspects d'appartenance socio-culturelle parmi les bons lecteurs. Et comme vous pouvez le voir ici, à la fois pour la vitesse en lecture, donc le graphique, ne marche pas du tout. Oui, le graphique de gauche et pour la performance à lecture, ces 6 groupes sont fortement contrastés entre eux. Bien entendu, le premier à gauche sur chaque graphique étant les illettrés, étant à 0. Qu'avons-nous observé cette fois-ci en IRM, technique IRM fonctionnelle, technique que je ne dois plus expliquer grâce à Jean-Luc. Merci Jean-Luc, il a fait plein de travail pour moi. Donc nous avons mis toutes ces personnes dans une machine telle que Jean-Luc Velay vous l'a montré et nous leur avons notamment montré de courtes phrases comme illustré à cet exemple où il est écrit « On trouve facilement un taxi à Paris ». Les sujets ne devaient absolument rien faire, bien entendu, puisqu'il y avait certains qui étaient illettrés, donc on se disait que ce serait bien malheureux s'ils devaient faire quelque chose, sauf ceux qui savaient lire, eh bien, quand apparaissait une instruction motrice du style appuyer sur le bouton gauche, ils devaient appuyer sur le bouton gauche. Ce qui nous a permis d'ailleurs aussi de vérifier si les illettrés étaient effectivement illettrés, ils ne devraient rien faire du tout, ils ne faisaient effectivement rien. Quand on regarde les courtes phrases pour lesquelles personne ne devait rien faire, ce que nous avons observé, c'est l'évolution de l'activation cérébrale en fonction du niveau de lecture. Donc vous avez
très facile pour parler. Vous avez le niveau de lecture dans l'axe horizontal et l'activation cérébrale en axe vertical. Et ce que vous pouvez observer, c'est qu'effectivement, plus on est lettré, donc les points verts et bleus en haut à droite, plus on obtient une activation cérébrale forte de cette fameuse zone du cerveau, donc Visual Wolfram Area, ou boîte aux lettres du cerveau. Et bien entendu, le niveau d'activation, vous pouvez voir les points mauve et rouge en bas à gauche des illettrés, est quasi à zéro puisqu'ils sont non lecteurs par définition. Bien, on peut se demander pourquoi précisément cette zone du cerveau va prendre en charge la reconnaissance des mots écrits. Eh bien, une première réponse, c'est qu'il s'agit d'une région qui appartient à la voie ventrale de reconnaissance des objets visuels et que ça pourrait donc, puisqu'elle reconnaît déjà des objets visuels, être une bonne niche écologique car certaines de ses propriétés sont avantageuses pour l'apprentissage de l'écrit et parmi ces propriétés, il faut rappeler qu'elle est particulièrement bien située, cette région que vous voyez ici en rouge, puisqu'elle se situe au milieu de régions dans lesquelles est traité l'input visuel en occipital, comme l'avait rappelé Jean-Luc Vellet, et les régions qui, elles, s'occupent du langage oral. Donc c'est une région qui est tout à fait apte à faire, disons, la jonction entre les deux. Et ceci est extrêmement important parce qu'il faut se rappeler que quel que soit le système d'écriture, apprendre à lire, c'est en quelque sorte apprendre à entendre avec les yeux, c'est-à-dire à associer des sons que nous appelons des représentations phonologiques. Il ne s'agit pas de produire de la parole ouvertement, mais des représentations du langage à des signes écrits, puisque, ne l'oublions pas, l'écriture est une représentation du langage parlé et que celui-ci a une forme sonore. Donc il faut dériver des représentations du langage parlé, des représentations phonologiques, à partir d'une entrée d'input visuel ou dans d'autres cas, éventuellement tactile, comme c'est le cas, par exemple, du braille. Donc l'idée, c'est que l'acquisition de l'écrit va se faire grâce à une adaptation, justement, de ces deux systèmes préexistants. D'une part, le système verbal, dédié jusqu'alors donc au traitement de la parole, de l'oral, puisque pour lire, il faut transformer des lettres en sons prononçables et accéder aux connaissances en mémoire concernant les mots familiers, comme leur prononciation et leur sens. Et par ailleurs, le système visuel, car pour identifier les mots écrits, il faut créer des représentations visuelles invariantes de leur orthographe. Par exemple, il faudra être capable de reconnaître le mot « école », quelle que soit la fonte ou la taille ou l'écriture manuscrite particulière dans laquelle il apparaît, et quelle que soit aussi la position où il apparaît dans un texte. Ces adaptations vont impliquer de la plasticité, des connexions entre ces systèmes préexistants et de l'organisation interne de ces systèmes. Et le recyclage va aussi impliquer qu'il peut parfois y avoir une compétition entre les nouvelles fonctions et les anciennes fonctions, par exemple entre le traitement des mots écrits et celui des autres objets visuels. Et c'est ce que je vais essayer de vous illustrer maintenant, puisque les études d'imagerie cérébrale, comme vous le verrez, et celles du comportement aussi d'ailleurs, ont largement confirmé que l'acquisition de l'écrit mène à un ensemble de transformations cognitives et cérébrales tout à fait remarquables et en vérité beaucoup plus important que ce qu'on imaginait jusque très récemment. Transformations qui vont bien au-delà de l'émergence de mécanismes cérébraux permettant la reconnaissance des mots écrits. Alors je vais commencer par vous illustrer trois grands types d'effets de l'acquisition de l'écrit sur le langage parlé. Alors le premier, de manière peut-être pas tout à fait surprenante, c'est qu'on observe une activation des aires cérébrales du langage parlé par l'écrit. C'est-à-dire que quand on présente des mots ou des séquences écrites à des lecteurs,
Ces activations ne vont pas activer uniquement l'aire cérébrale, donc spécialisée dans la reconnaissance des mots écrits, mais aussi le cortex, une grande partie du cortex auditif. Ce qui fait qu'en fait, les réponses cérébrales évoquées par l'écrit ou par la parole vont en grande partie se recouvrir. Ce recouvrement est illustré ici en orange et vous pouvez voir évidemment qu'il est important chez les lettrés, il est aussi présent chez les ex-illettrés au centre, mais bien entendu absent chez les illettrés. Alors j'ai dit que c'était peut-être pas très étonnant parce qu'en fait ceci, c'est la démonstration, disons, par l'image de ce que je vous avais dit, c'est que lire, c'est en quelque sorte entendre avec les yeux, dans ce cas-ci, puisqu'on voit une activation des aires du langage oral par l'écrit. Deuxième effet que je voudrais vous illustrer, et qui est déjà plus surprenant, c'est que l'acquisition de l'écrit modifie véritablement le traitement du langage parlé. En fait, cette fois-ci, quand on présente des mots ou des phrases non plus visuellement, mais auditivement, on observe aussi une forte augmentation chez les adultes lettrés par rapport aux illettrés des réponses au langage parlé, ce qu'on peut observer ici, donc les lignes vertes et bleues apparaissant au-dessus étant celles correspondant aux lettrés. Et cette augmentation d'activation est observée dans une région du cortex auditif dont on sait qu'elle est très importante pour la perception de la parole. Et exactement le même type d'effet d'ailleurs a été observé plus récemment par une équipe française qui a comparé des enfants prélecteurs à des lecteurs débutants, mais en contrôlant le fait qu'ils avaient le même âge dans les deux groupes. Cet effet peut en fait indiquer un changement dans un ou plusieurs types de représentations de la parole, les représentations phonologiques que j'avais évoquées. Et ces représentations elles-mêmes peuvent varier en réalité par la taille ou le grain de ces représentations, passant du plus fin qu'on appelle le phonème au plus large qui serait la syllabe, mais aussi par le degré de prise de conscience de ces unités, c'est-à-dire la possibilité de les séparer ou de les manipuler explicitement. En effet, l'acquisition de l'écrit, en tout cas d'un code alphabétique, nous mène à conceptualiser la parole différemment. Les travaux de mon collègue José Morès, qui d'ailleurs est présent dans la salle aujourd'hui, sur les adultes illettrés, ont montré qu'en fait, ceux-ci ne conceptualisent absolument pas qu'il puisse y avoir 3 unités, par exemple, dans un mot comme bac, ou 2 unités, par exemple, dans un mot comme chat. Si on nous demande, à nous, lecteurs alphabétisés, combien d'unités, combien de petits sons on nous demanderait il y a dans un mot comme chat, je pense que nous réfléchirions et nous dirions chat, il y en a 2. Pour un adulte illettré, ou en tout cas analphabète, ce genre de question n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces unités dont je parle sont des unités abstraites qu'on appelle les phonèmes. Et les phonèmes, contrairement à ce que nous croyons, nous, lecteurs alphabétiques, ne sont pas des sons. Je ne vais pas rentrer ici dans des détails acoustico-phonétiques compliqués, mais on peut montrer qu'un phonème ne correspond pas à un segment acoustique stable, mais bien à une représentation abstraite qu'on doit acquérir et qu'on acquiert donc généralement quand on apprend à lire dans un alphabet, parce que être conscient que la parole peut être représentée comme une séquence de phonèmes est indispensable justement à la compréhension de ce qu'on appelle le principe alphabétique, c'est-à-dire l'idée que ces phonèmes sont représentés par des lettres ou des groupes de lettres qu'on appelle les graphèmes, parce que par exemple le ch, le phonème ch de chat, c'est un groupe de lettres, CH, qu'on appelle graphème, et on doit comprendre aussi que les graphèmes sont les unités graphiques qui permettent d'écrire les phonèmes. Donc, gros changement dans l'activation en réponse aux stimuli
oraux et aussi gros changement de représentation consciente de la parole. Enfin, de manière tout aussi surprenante, on observe une activation des représentations orthographiques par le langage parlé. Donc si on examine le niveau d'activation, cette fois-ci de ce que j'ai appelé la boîte aux lettres du cerveau, donc la Visual Word From Area, en réponse à des mots ou des non-mots prononçables, donc des pseudomots auditifs, eh bien on voit que la Visual Word From Area répond, en tout cas pour les lignes du haut, parce que je n'arrive vraiment pas à pointer, désolé. Pour les lignes du haut, donc celles qui sont en bleu et vert et qui représentent les adultes lettrés, qu'ils soient des lettrés précoces ou tardifs, il y a une réponse de cette zone qui normalement ne répond qu'aux mots écrits lorsque les sujets entendent des mots parlés. Ce qui veut dire qu'ils activent des représentations orthographiques, visuelles, donc, à l'écoute de la parole. Et ces représentations orthographiques, en fait, elles, en retour, vont modifier la manière dont nous, lecteurs, traitons la parole. Par exemple, si vous prenez une tâche de jugement explicite, conscient, de rime, on vous demande, dites-moi si deux mots riment oui ou non. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que les personnes sont plus rapides pour réaliser ce genre de jugement lorsqu'il s'agit de rimes comme par exemple chasse et classe, que lorsqu'il s'agit de rimes présentées oralement, mais dont les représentations orthographiques des mots est conflictuelle, comme par exemple demain et gamin. Dans les deux cas, c'est une rime 1, sauf qu'elle s'écrit différemment dans les deux mots, et même si on nous présente cette tâche dans un contexte strictement auditif, nous serons plus lents pour décider que demain gamin rime par rapport à deux mots comme chasse et classe qui ont la même représentation orthographique. Ici, il s'agit évidemment de jugements conscients, contrôlés, mais même dans des tâches de reconnaissance de mots, on peut observer des effets des représentations orthographiques. Donc si on prend une version auditive de la tâche de décision lexicale qui a déjà été introduite par Jean-Luc Velay, donc simplement décider si une séquence ici auditive est un mot de la langue, de notre langue, dans ce cas-ci du français, oui ou non, eh bien on constate que cette décision est plus facile et plus rapide lorsque les sujets, francophones bien entendu, entendent un mot comme biche qui contient une rime qui ne peut s'écrire en français que d'une seule manière, la rime ish, il n'y a que I-C-H-E, comme quiche, etc., que s'ils entendent un mot, tout autant du français, comme caisse, mais dans lequel la rime, dans d'autres mots de la langue, peut s'écrire de manière différente, par exemple, comme dans messe avec E2SE. Tout récemment, nous avons pu, dans mon laboratoire, même montrer que l'influence des représentations orthographiques s'observe même en situation d'écoute passive, c'est-à-dire quand on dit aux gens de ne pas faire attention à ce qu'ils sont occupés à entendre, on leur fait regarder un film muet, et ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre les réponses électriques, disons, du cerveau, ce qu'on appelle de l'électrophysiologie, et on regarde ce qui se passe lorsque le sujet entend une série de syllabes, toujours pareilles, sauf que de temps en temps, il y en a une qui est différente. Alors, vous voyez que la syllabe toujours pareille, ça peut être par exemple tri, donc il entend tri, 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 tri pendant tout un temps, et tout à coup, il y a une syllabe différente qu'il va entendre, qui est soit cri, soit pris, et vous voyez bien pourquoi, parce que dans un cas, l'orthographe est différente, tandis que dans l'autre cas, c'est la même. Et donc, ce que nous avons observé, c'est que le cerveau montre une réponse plus ample dans le cas de la syllabe, lorsque la syllabe différente est
aussi différente par la représentation orthographique que lorsque la syllabe différente partage la représentation orthographique de la rime avec celle qui se répète tout le temps. Donc, en d'autres termes, il y a une sorte de détection automatique, ici non attentive, d'une différence de représentation orthographique, alors qu'à nouveau, tout le matériel est bien entendu présenté uniquement à l'oral. Enfin, des études comportementales que nous avons réalisées ont montré que l'acquisition de l'écrit change aussi la mémoire verbale, puisque nos représentations orthographiques nous aident à mieux retenir les mots parlés. Par exemple, répéter une liste de mots parlés, il est connu depuis longtemps que c'est plus difficile lorsque les mots se ressemblent au niveau de la rime, par exemple. Donc, par exemple, une liste de 5-6 mots qui vont tous rimer avec en as, comme passe, chasse, classe, etc., va être plus compliquée à retenir, il y aura plus d'erreurs que si les mots ne riment pas du tout. Cet effet délétère de la rime, qui fait que, bon, pour parler simplement, on s'en mêle les pinceaux quand ça se ressemble trop, hein, cet effet délétère, eh bien, il va être réduit si les rimes, donc les mots qui riment, ils riment toujours, mais s'ils ont une représentation orthographique différente. Donc, dans ce cas-ci, le sujet va entendre des séries comme, par exemple, bord, corps, sport, nord, etc., avec la rime or chaque fois, mais il se fait que les mots correspondent à des représentations orthographiques différentes de la rime et ça va aider les sujets en fait à mieux retenir ces mots. Ceci contredit tout à fait évidemment le point de vue classique qui était déjà défendu par Platon, que, selon lequel l'acquisition de l'écrit se fait au détriment de la mémoire orale. Il y a toute une grande, je dirais, mystique presque là autour des traditions orales, des conteurs, etc. En réalité, quand on examine de manière fine la mémoire verbale des adultes illettrés, elle est beaucoup plus faible que celle des adultes lettrés. Et donc, il semble que le fait que nous, adultes lettrés, bénéficions du support de représentation orthographique soit un des moyens, sans doute pas le seul, mais un des moyens qui nous aide à mieux retenir l'information verbale. Enfin, si on veut résumer tout ça, eh bien, on peut dire que l'acquisition de l'écrit donc, modifie les réponses à la fois du système visuel et du système verbal, donc de parole, tant aux stimuli parlés qu'aux stimuli écrits, et renforce les connexions fonctionnelles entre les systèmes de traitement du langage oral et du langage écrit. Enfin, l'acquisition de l'écrit change aussi les réponses cérébrales aux stimuli visuels non linguistiques, cette fois-ci. En réalité, quand on pourrait se poser la question de savoir ce que fait la fameuse boîte aux lettres du cerveau chez quelqu'un qui ne lit pas, évidemment. Est-ce que cette zone du cerveau ne fait rien? Ce serait très étonnant. Ce qui se passe, c'est que avant l'apprentissage de l'écrit, cette fameuse boîte aux lettres du cerveau répond surtout au visage. Et cette réponse au visage diminue donc avec l'acquisition de l'écrit. Vous remarquerez que cette fois-ci, les lignes vertes et bleues, elles sont en bas, et c'est la rose, celle des illettrés, qui est en haut. Donc ce sont eux qui répondent le plus au visage dans cette zone spécifique. Et ce qui se passe avec l'acquisition de l'écrit, c'est que les visages sont en quelque sorte chassés vers la région homologue de l'hémisphère droit. Il s'agit ici bien d'un effet de compétition, en réalité, entre des régions anatomiquement très proches, puisque si on examine la boîte aux lettres du cerveau, là où il y a marqué « mot » ici, eh bien, on voit que les autres objets visuels, visage, maison, outils, etc., sont évidemment traités à proximité. Mais il s'agit évidemment d'un tout petit effet, ce n'est pas un effet massif, et par ailleurs, il faut bien se rendre compte que l'acquisition de l'écrit a surtout un effet extraordinairement positif sur le système visuel.
D'abord, si on examine ce qui se passe donc, au niveau du traitement visuel relativement précoce, donc occipital, la partie arrière de notre cerveau, je sais que ça paraît tout à fait contre-intuitif que ce qu'on reçoit dans nos yeux, c'est représenté à l'arrière, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, si on examine ce qui se passe donc, au niveau des entrées du traitement visuel, eh bien, les réponses pour toutes les catégories d'objets visuels augmentent dans le cortex occipital. Nous avons récolté des données électrophysiologiques qui montrent que ces effets apparaissent très tôt au cours du traitement. Si on présente des paires, donc par exemple un premier stimulus, et puis un deuxième, et ceci dans une tâche incidente, on ne demande pas au sujet de faire quoi que ce soit avec ces deux visages-là, par exemple. Ils doivent juste détecter de temps en temps une étoile qui apparaît rarement. Eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un lien positif très fort entre le niveau de lecture et la discrimination de deux objets de ce type. Ça pourrait être deux maisons aussi, donc toutes les catégories. Et cela environ 150 millisecondes après l'apparition du second objet. Donc très rapidement, il y a une influence, si vous voulez, un impact du fait qu'on a appris à lire. Enfin, l'acquisition de l'écrit permet aussi la discrimination des images en miroir. Il est connu évidemment que cette discrimination est difficile pour l'apprenti lecteur. On observe beaucoup d'erreurs en miroir, que ce soit en lecture ou en écriture, chez les lecteurs débutants. Et en réalité, c'est tout à fait normal parce que dans notre monde biologique, ce qu'on pourrait appeler la généralisation ou l'invariance en miroir, c'est-à-dire reconnaître un objet et ne pas tenir compte de son orientation gauche-droite, en fait, c'est extrêmement avantageux. Si vous voyez un tigre, on peut se dire que ça n'a pas beaucoup d'importance de se demander si c'est son profil gauche ou droite. Ce qui compte, c'est s'enfuir au plus vite. Donc, ceci est vrai chez les jeunes enfants, qu'on a un peu du mal à faire cette distinction gauche-droite, mais chez nous aussi, particulièrement en mémoire, il n'est pas toujours évident de décider qui est la vraie Joconde dans l'affaire. Je ne sais pas si tout le monde a... Pardon ? Tout le monde ne répond pas la même chose. Vous voyez, c'est intéressant, c'est celle de droite, en fait, et qui est le vrai Einstein. Droite aussi, il se fait qu'ici, je les ai chaque fois mis à droite, mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait clair pour nous. Donc, de manière générale, pour nous, ce n'est pas très grave du moment qu'on a reconnu voilà, que dans un cas, il s'agit d'Einstein, dans l'autre cas, la Mona Lisa, et qu'on ne les mélange pas et qu'on ne les confond pas, c'est ça qui est important. Mais évidemment, à partir du moment où on apprend à lire et à écrire, ça devient drôlement important, puisqu'il faut apprendre que, par exemple, un D est différent d'un B, et qu'il ne s'agit pas de lire dondon, alors qu'on nous a présenté le mot bonbon ou vice-versa. Donc, il faut désapprendre, d'une certaine manière, cette capacité que nous avons de généraliser en miroir. Et comment désapprend-on ça? Eh bien, justement, grâce à l'apprentissage de la lecture. C'est de nouveau des études, nos études en fait sur les adultes illettrés qui ont pu montrer ça. Donc, juste pour vous en illustrer deux, dans les premières études, nous avons utilisé des stimuli géométriques. Donc, on présentait un premier objet, là, indiqué par S1, et dans certains cas, le deuxième stimulus était identique. Parfois, d'ailleurs, on les présentait séquentiellement, parfois on les présentait en même temps. Dans d'autres cas, il s'agissait donc dans d'autres cas, le deuxième stimulus était présenté en miroir par rapport au S1, et il y avait aussi des cas dans lesquels il ne s'agissait pas de représentation en miroir, mais d'une rotation dans le plan. Et ici, je ne vous ai mis que le résultat des adultes illettrés, mais vous pouvez constater, puisqu'il s'agissait d'une tâche toute simple dans laquelle on leur demandait, même ou différent, en essayant de leur expliquer bien que dès qu'il y avait une différence, y compris d'orientation, ils devaient répondre différent. Vous pouvez voir qu'ils étaient parfaitement capables de le faire lorsque les stimuli étaient identiques et lorsqu'ils étaient en rotation dans le plan, mais que leur performance était au niveau du hasard, 50%, puisque même différent quand vous... c'est
c'est comme pile ou face, hein, quand vous lancez une pièce, bah, c'est l'une ou l'autre, c'est 50% des chances. Et bien là, ils étaient au niveau du hasard lorsque le deuxième stimuli était en miroir. Nous avons observé par la suite exactement le même genre de difficulté avec des images d'objets réels. Et tout récemment, lorsque nous avons examiné des adultes illettrés, donc dans une situation où on enregistrait des réponses électriques du cerveau, à nouveau avec des paires donc, de stimuli qui se suivaient, on a constaté que l'influence de, donc la différence, si vous voulez, entre adultes lettrés et illettrés, les lettrés réagissant beaucoup plus à ce type de paire que les autres, apparaissait très tôt au cours du traitement, autour des 150 millisecondes après la présentation du second stimulus. Et pour rappel, eh bien, les travaux auxquels a participé Jean-Luc Velay montrent que tant chez l'enfant que chez les adultes, l'entraînement à l'écriture manuscrite est plus efficace que l'entraînement à l'écriture dactylographiée pour apprendre à discriminer visuellement des lettres en miroir, puisque dans les tests que Jean-Luc utilisait, il y avait, disons, des trucs, et donc des mauvaises réponses qui étaient justement des lettres en miroir. En résumé, si on regarde les types de modifications d'activation cérébrale tels que je vous l'ai présenté tout à l'heure, tout le reste restant évidemment vrai, on peut y ajouter le fait qu'il y a aussi une modification du système visuel en réponse, cette fois-ci, aux objets non linguistiques. Ainsi, on peut dire que l'acquisition de l'écrit a un impact profond sur l'organisation cérébrale et sur notre système cognitif, ce qui mène à une symbiose entre le cerveau et la culture, ce que j'appelle donc le cerveau lettré pour suivre une expression qui avait été introduite en anglais par Merlin Donald. Et donc ce cerveau, notre cerveau, est modulé non seulement par notre héritage génétique, mais aussi par notre propre histoire culturelle. Alors la dernière question que j'aimerais évoquer très rapidement, même si j'ai peut-être pas le temps de tout dire vu que le temps tourne et que tout le monde doit avoir faim, mais c'est quand même la question de savoir si on peut développer un tel cerveau lettré à l'âge adulte ou si au contraire les modifications nécessaires pour l'acquisition de l'écrit exigent d'apprendre à lire pendant l'enfance. En effet, une des choses qui nous a impressionnés dans l'ensemble de nos études, c'est que la plupart des changements que j'ai illustrés aujourd'hui, dont je vous ai parlé, liés à l'acquisition de l'écrit, sont aussi observés chez les ex-illettrés, donc ces adultes qui ont appris à lire à l'âge adulte, et dépendent seulement du niveau de lecture. Les ex-illettrés, en fait, ils lisent moins bien que les lettrés précoces, hein, ceux qui ont appris dès l'enfance à lire, mais vraisemblablement, c'est le cas parce qu'ils ont moins eu l'occasion de s'entraîner, parce qu'ils ont appris à lire relativement tardivement, évidemment, et aussi parce qu'ils lisent peu, peut-être d'ailleurs pour des raisons de motivation. Beaucoup d'entre eux commencent des cours d'alphabétisation parce qu'ils sont un peu forcés, leur patron en a marre qu'ils mélangent les étiquettes, ou bien ils sont repérés lors, par exemple, d'un service militaire, etc. Pas tous parmi eux veulent se tourner des lecteurs acharnés de grands auteurs, par exemple. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces ex-illettrés présentent aussi une activation moindre de la boîte aux lettres du cerveau en réponse aux mots écrits que les lettrés précoces. Donc c'est le groupe en vert clair et bleu pâle qui se trouve au milieu. Mais ce qui est intéressant à constater, c'est qu'en fait ça c'est vraiment dû au fait qu'ils lisent moins bien, puisque si on essaye d'ajuster les scores de lecture, donc si vous voulez d'une certaine manière, bon, il s'agit de trucs statistiques, mais d'une certaine manière, c'est comme si on regardait un niveau de lecture égal, si on compare un ex-illettré, donc un lettré tardif à un lettré précoce, eh bien le niveau d'activation dans la boîte aux lettres du cerveau sera aussi égal. Et il en est de même de la plupart des autres réorganisations du cerveau liées à l'acquisition de l'écrit, l'augmentation des réponses dans le cortex occipital, l'augmentation des réponses dans le cortex auditif, etc.
De plus, nous avons nous-mêmes montré, il y a déjà bien longtemps de cela, dans un travail dans lequel à la fois José Morès et moi-même avons participé, que l'analyse consciente en phonème, dont je vous ai dit que c'était critique pour l'apprentissage d'un code alphabétique, eh bien, elle peut s'acquérir à l'âge adulte grâce à une expérience d'entraînement avec un feedback positif quand le sujet répondait bien, avec un feedback correctif quand il répondait mal. On a fait ça d'une part avec de jeunes enfants prélettrés, donc encore au jardin d'enfants, et d'autre part avec des adultes illettrés. Eh bien, on observe une augmentation de la performance impressionnante tant dans un groupe que dans l'autre. Donc là, il semble qu'effectivement, à l'âge adulte, il n'y ait pas de problème, ce qui en soi, évidemment, est un message optimiste qui montre que les circuits de la lecture restent plastiques tout au long de la vie et qu'il n'est donc jamais trop tard pour bénéficier de l'éducation, mais il y a un mais, deux mais. Première chose, c'est qu'il vaut mieux apprendre à lire efficacement. Alors ça a l'air peut-être tout à fait trivial ce que je dis, mais si on examine les spécificités, cette fois-ci, des réponses cérébrales en lecture, disons, des réponses cérébrales à l'écrit, en tout cas, des adultes ex-illettrés par rapport à la fois aux illettrés, mais surtout de manière critique par rapport aux lettrés précoces, eh bien on voit que les ex-illettrés, ce sont des zones qui apparaissent en orange ici, les ex-illettrés présentent des activations plus étendues dans le cerveau qu'un lettré précoce et en particulier des activations dans certaines aires, dont des aires du cortex pariétal, qui sont observées aussi chez nous, lecteurs experts, lorsqu'on nous présente des mots déformés de diverses manières. Par exemple, ici, selon l'orientation, comme on n'a aucun problème à reconnaître le mot mouton quand il nous est présenté dans la position habituelle. Maintenant, quand il est présenté en pente forte, eh bien, tout à coup, notre temps de lecture commence à augmenter de manière vertigineuse et des activations vont apparaître dans certaines zones du cerveau, des activations qu'on n'observe pas normalement lorsque le même mot est présenté horizontalement, qui signalent un effort de lecture supplémentaire, une lecture qui devient en fait lente, sérielle, comme chez un lecteur débutant et comme elle l'est souvent encore donc chez les ex-illettrés. Par ailleurs, autre exception, l'effet de compétition entre les visages et les mots écrits que je vous ai rapporté lui semble dépendre soit de la scolarisation, soit de l'acquisition précoce de l'écrit. Il faut bien dire que les deux sont confondus, puisque cet effet n'est pas observé chez les ex-illettrés, qui montrent une moindre compétition que les lettrés précoces, même cette fois-ci, si on ajuste les niveaux de lecture. Et de manière intéressante, il en est de même pour la réponse aux phrases écrites dans le cortex prémoteur gauche, donc dans cette zone du cerveau dont a amplement parlé Jean-Luc Velay, donc qui traduit, si vous voulez, la représentation orthographique des mots en mouvement, mais qui est activée donc lors de la simple vision de l'écrit. Eh bien, nous avons observé ces activations aussi, mais pas chez des adultes ex-illettrés. Alors, il est tout à fait possible que les ex-illettrés ne soient pas assez entraînés en écriture pour activer automatiquement un code gestuel à partir de la simple vision de phrases écrites, puisque nous n'avons malheureusement pas évalué de manière très fine leur niveau d'écriture, alors qu'on a évalué de manière très fine leur niveau de lecture, ce qui était sans doute une erreur de notre part, mais on n'avait pas non plus préjugé, disons, de ce genre de résultat. Néanmoins, ces effets réduits pourraient aussi refléter une plasticité cérébrale réduite, d'une part des cartes visuelles spécialisées, par exemple pour les visages, d'autre part des habiletés motrices fines, voire de l'intégration visuomotrice, et donc on peut vraiment se poser la question de savoir si la réorganisation du cerveau sous l'impact de l'acquisition de l'écrit est vraiment la même, peut se faire de la même manière et de manière aussi efficace
à l'âge adulte comme pendant l'enfance. Et donc il reste à explorer cette idée, donc cette notion de plasticité réduite ou non chez l'adulte pour l'apprentissage de l'écrit ou de symboles de manière plus générale. Est-ce qu'il est important ou non d'apprendre jeune, ou est-ce qu'il est plutôt important éventuellement d'apprendre de manière intensive, quel que soit l'âge, ou est-ce que les deux facteurs se superposent? On n'en sait pas grand-chose en fait à l'heure actuelle. Et aussi, il reste à explorer évidemment l'importance de l'apprentissage moteur lié à l'écriture manuscrite, comme l'a amplement commenté Jean-Luc Vellet. Et je vous remercie de votre attention, et je remercie aussi tous les collaborateurs des études que j'ai, enfin de mon laboratoire en tout cas, qui sont illustrés ici, des études sur l'alphabétisation et donc les conséquences au niveau cognitif et cérébral. Voilà.